Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette conférence, le Bad Trip, une perspective historique et nuancée présentée par Christian Elcock et Psyché-Lyon, la Société psychédélique de Lyon. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Psyché-Lyon est une association d'information et de vulgarisation autour des substances psychédéliques. Nous avons aussi comme but l'animation d'une communauté locale autour des psychédéliques, ainsi que le tissage des liens avec d'autres associations en France et au-delà. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christian Elcock, membre de Psyché-Lyon et historien spécialiste de l'histoire des substances psychédéliques en Amérique du Nord. Christian a défendu sa thèse sur l'histoire de la culture et de la contre-culture psychédélique à New York, sous la direction de Erika Dick. Il a publié plusieurs articles dans diverses revues académiques et sur des plateformes telles que Chacruna. En ce moment, il co-dirige un ouvrage en préparation sur l'histoire globale des psychédéliques. Alors, nous te laissons donc la parole, Christian. Nous vous disons tout à l'heure pour la période d'échange et de questions. Merci beaucoup, Kali, pour ta présentation. Merci à vous tous qui nous rejoignez ce soir pour cette conférence. Merci également à Fiona, Gaël et Martin pour l'aspect technique de cette conférence, sans qui ce serait compliqué. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Donc cette conférence, elle est basée sur un article que j'ai récemment co-publié avec Erika Dick, comme le disait Kali à l'instant, qui est mon ancienne directrice de thèse avec qui je co-dirige un ouvrage sur l'histoire mondiale des psychédéliques. Et donc cet article, qui a été publié récemment dans la revue Social History of Alcohol and Drugs, est un article qui s'intéresse à la question de la peur dans les expériences psychédéliques. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et pour ce faire, je vais démarrer avec une anecdote qui est tirée de cette collection de récits d'expériences dirigée par Paul Krasner, donc, qui était un journaliste underground, on pourrait dire, de la contre-culture new-yorkaise. Donc, c'est un petit livre qui est vraiment très rigolo. Il y a plein de cheap reports, comme on dit en anglais. Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé pour mes recherches. Et donc là, l'anecdote que je vais vous raconter, je vous préviens, elle fait un petit peu peur, mais c'est le but. C'est un petit peu le but là, pour étayer mes propos aujourd'hui. Et je vous rassure tout de suite, c'est une histoire qui se finit bien. Donc en 1971, un jeune étudiant en théologie à l'université de Berkeley, Kenneth Lawrence, et un groupe d'amis décident d'aller passer quelques jours dans la nature du côté de Havasu Canyon, dans l'Arizona. Après quelques jours passés à boire de la tequila et à fumer de l'herbe, ils décident d'installer leur campement au bord du fleuve Colorado. La première nuit, dans sa tente, Kenneth est réveillé par un bruit d'eau qui coule et s'aperçoit que son bras est trempé. Pas de chance, les ingénieurs du barrage le plus proche aiment bien l'ouvrir en pleine nuit. Donc lui et son compagnon de tente arrivent tout juste à attraper leurs affaires pendant que l'eau continue à monter. Au petit matin, trempé, gelé, et là d'entendre son camarade se plaindre, Kenneth décide de partir tout seul en randonnée. Et là, il se souvient qu'il a une dose de LSD dans un sac plastique au fond de sa poche qui, par chance, n'a pas pris l'eau. Alors, ce n'est peut-être pas, vu ce qu'il vient de vivre, une décision très sage. Donc, je vous renvoie à la règle d'or du set and setting, le contexte qui peut déterminer la nature d'une expérience psychédélique. Néanmoins, il décide d'avaler la dose et il décide de se mettre en route, convaincu qu'il vient de se lancer dans un parcours initiatique. Et il ne croit pas si bien dire. Alors que le LSD commence à monter, à prendre effet, il s'extasie devant la lumière du soleil qui sublime les montagnes et les rochers rouges de l'Arizona sur fond de ciel bleu.
La lune est encore debout, elle ressemble à un bouton d'ivoire qu'il pourrait cueillir pour boutonner sa chemise. Il s'émerveille face aux détails infinis de la nature environnante qui se met à lui parler. Des heures passent au sein de ce spectacle infini, puis il entend une voix qui appelle un chat. Minou, 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 minou. Un appel plein de désespoir. Probablement des hallucinations auditives dues au LSD. Mais l'appel continue. Il emprunte un sentier et tombe nez à nez avec une cinquantenaire affublée d'une longue robe rouge, un grand chapeau à fleurs et des talons hauts. Elle l'attrape par la chemise et des larmes coulent à flot sur son mascara et son rouge à lèvres. « Est-ce que vous avez vu mon chat ?» lui demande-t-elle. Sous l'effet du LSD, son visage se transforme en un masque grotesque et terrifiant. Kenneth pense à une plaisanterie, mais elle insiste. C'est une touriste qui a eu la bonne idée de descendre jusqu'au canyon à dos de mulet accompagnée de son chat. Son guide l'a laissée livrer à elle-même et elle s'obstine à vouloir retrouver son compagnon félin. Pour Kenneth, c'est trop demandé. Il s'excuse, il lui dit qu'il est pressé. Alors que les sanglots de la dame reprennent, il est assailli d'une vision du chat déchiqueté par un renard ou un lynx. Du sang semble couler de sa bouche et un goût de poil de chat vient titiller son palais. Il se remet en route et tombe sur un paysage désertique, peuplé d'eucalyptus traversé par la rivière de Havasu Creek qui serpente en silence. Kenneth est en train de remonter la rivière, persuadé qu'il se retrouve à l'intérieur d'une artère humaine. Subitement, il est transporté dans une autre dimension intergalactique. Une rivière verte qui se transforme en écume violette, surplombée par un plafond à la fois opaque et luminescent. Au bout de ce chemin, il distingue désormais une silhouette dans l'eau. Un homme aux cheveux longs, portant une veste des Hells Angels, un jean déchiré. Il lui manque un bras, un œil et plusieurs dents, et une cicatrice traverse son crâne. Pour Kenneth, l'apprenti théologien, c'est l'antéchrist, prêt à le dévorer. Au lieu de ça, le démon l'invite à s'asseoir et il partage une bière. À tout moment, un nouveau bras va sortir de sa veste avec un fusil à pompe ou un couteau. Kenneth est tellement tétanisé qu'il a du mal à suivre les histoires du gars. C'est un infirmier qui travaille sur la réserve indienne. Est-ce que c'est un nouveau guide dans son parcours initiatique? Le guide en question finit par s'en aller. Est-ce que cette scène a vraiment eu lieu, se demande Kenneth. Est-ce qu'il vient d'avoir cette discussion? Est-ce que c'était de la télépathie? Subitement, il est assailli par un sentiment de lucidité. Le monde n'est qu'une vaste tragédie. Il se met à pleurer. Pour la dame qui a perdu son chat, pour l'infirmier des Hells Angels, pour son camarade de tente, pour la guerre du Vietnam, pour la société américaine, pour sa propre personne, pour les rochers et les arbres. Et d'un coup, cette tragédie devient hilarante. Il éclate de rire. Tout est tellement drôle, pathétique et étrange. Rassemblant son courage, il retourne à ses amis au campement en riant, en pleurant. Son cerveau est en roue libre et il leur raconte frénétiquement tout ce qui lui est arrivé aujourd'hui autour d'une tasse de thé. Puis, épuisé, il se glisse dans sa tente, espérant pouvoir trouver le sommeil. Mais il n'arrive même pas à fermer les yeux. Les visions sont encore là pour un moment. Alors il reste là, assis dans sa tente. À l'extérieur de sa tente, un de ses amis finit par interrompre ses visions. « Hé, Kenneth, ouvre un peu ta tente, j'ai un cadeau pour toi. » Ne se doutant de rien, il obtempère, et voici ce que son ami jette dans sa tente. L'amigale atterrit juste devant lui. Il s'attarde sur ses poils bruns et ses pattes. Elle est prête à bondir. Elle va rentrer par sa gorge et le dévorer de l'intérieur. L'instant d'après, il la ressent en lui. Elle est en train de lui déchiqueter le ventre jusqu'à atteindre ses organes vitaux. En parallèle, un de ses amis rigole. « Bah alors, tu n'aimes pas ta nouvelle amie ?» Kenneth est paralysé par la peur. Il ne quitte plus l'araignée des yeux. Elle se transforme sous ses yeux. Elle grandit jusqu'à devenir une sorte de gigantesque alien recouvrant tout le campement. Il tremble et n'arrive plus à respirer. Et là, un incontrôlable instinct de survie lui permet de reprendre le dessus. Il attrape l'amigale, ouvre la tente et la jette dehors. Voilà, je reviens à un paysage un petit peu plus serein. Mes excuses aux arachnophobes.
Quelques heures plus tard, enfin, les effets du LSD s'estompent et il peut désormais repenser à son périple, la tête un peu plus claire. La drogue lui avait permis de chambouler sa perception de la réalité et de réaliser qu'il n'aurait pas dû chercher à contrôler son trip, qu'il voyait désormais comme un apprentissage positif, grâce à tous ces événements inattendus. J'avais bu de grandes gorgées de savoir psychédélique. J'avais été initié et j'avais réalisé que mon voyage n'avait été ni simple, ni facile, mais plutôt une bénédiction mystérieuse qui avait atteint le cœur d'un pèlerin innocent pour lui permettre d'atteindre l'éveil et la connaissance. Donc voilà comment se termine cette histoire. Comme je vous le disais, c'est une histoire qui se finit bien. Et donc ma question, c'est est-ce que c'était un bon trip ou un bad trip? Et donc ce sera l'objet de cette discussion là ce soir pour illustrer le travail là, que j'ai fait avec Eric Cadic. Donc, ce qu'on a cherché à montrer dans notre article en contextualisant cet argument de manière historique, c'est que le bad trip, c'est une notion qui est assez problématique, comme on a pu le voir là dans cet exemple. Une expérience psychédélique, comme vous le savez certainement, c'est une expérience dans laquelle il y a toujours, presque très souvent des hauts et des bas. C'est rarement une expérience uniquement extatique. Et nous, ce qu'on voulait montrer, c'était que c'était aussi rarement une expérience 100% négative. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de vous montrer là ce soir. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point qui est peut-être un petit peu plus controversé ou provocateur et qu'on a également développé là dans notre recherche, c'est que dans certains cas, dans la littérature, on s'est aperçu que ces soi-disant bad trips, ces soi-disant expériences négatives ont même une certaine valeur thérapeutique. Donc pour illustrer ces propos, on va s'intéresser, donc je vais vous présenter quelques exemples tirés du monde médical, mais aussi de la contre-culture américaine des années 60. Parce qu'il y a pendant les années 60, pendant toutes les controverses liées au LSD, il y a un dialogue, à mon sens, très intéressant entre les psychiatres, le monde médical, qui cherchent à conserver le LSD, les substances psychédéliques, au sein du monde médical, en affirmant que c'est des substances qui doivent être utilisées à des fins médicales uniquement et qui vont dresser une barrière entre les usages médicaux et les usages non médicaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature historique. Pour en revenir à notre histoire, on va revenir au milieu des années 60 et un moment où tout s'accélère sur un plan législatif. On a le début d'un mouvement, je dirais, politico-médical qui cherche à mettre en place la prohibition des substances psychédéliques. Et donc, je vais utiliser le LSD là, comme substance phare, comme symbole là, de tous ces groupes de drogues psychédéliques. Donc, pour le contexte, on a de plus en plus d'Américains qui expérimentent, et en particulier les baby boomers. Donc, c'est un contexte purement, enfin, c'est des raisons purement historiques. Il y avait plus de jeunes qui étaient susceptibles d'expérimenter avec des drogues à ce moment-là, tout simplement en raison du baby boom qui a lieu après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, bien entendu, tous ces usages non médicaux, ils sont très médiatisés, d'une part. D'autre part, il y a des cas de réactions négatives avec les substances psychédéliques. Elles peuvent être assez spectaculaires chez les plus jeunes, entre autres parce que pour des raisons tout simplement de maturité intellectuelle. Leur personnalité, leur ego n'est pas encore pleinement formé, et ça peut entraîner pas mal de complications. Et enfin, il y a aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, le prosélytisme de l'ancien psychologue de Harvard, Timothy Leary, et tout son entourage,
qui fait énormément de bruit. Donc tout ça, ça va alimenter les discours des prohibitionnistes. Donc des prohibitionnistes comme les deux personnes que vous voyez à l'écran, donc Aaron Kuta, lui qui est un politicien conservateur qui est très motivé enfin, qui cherche à se faire qui est très ambitieux, c'est un carriériste qui cherche à se faire de la pub. Et puis Donald Luria qui va dire de façon assez controversée que le gramme pour gramme, le LSD est aussi dangereux que l'héroïne. Alors bon, je ne sais pas comment il est arrivé à cette conclusion, mais comme vous le savez certainement, le LSD se dose en microgrammes et non en grammes, donc la comparaison ne tient pas trop la route. Dans tous les cas, donc on a ce discours prohibitionniste qui va assimiler le LSD à la violence, la folie, la terreur. Et pendant cette controverse, l'entreprise pharmaceutique qui détient les brevets du LSD, Sandoz, va arrêter la distribution du LSD parce qu'ils sont conscients de toute cette publicité très, très négative. Et là, donc, il va y avoir des initiatives de prohibition dans un premier temps dans l'État de New York, puis en Californie en 66, et au niveau fédéral en 68, pardon. Et en 70, le LSD est placé donc devient une substance Schedule 1, donc classification 1. C'est la classification la plus contraignante pour les drogues illicites. Donc, on considère que c'est des drogues qui sont d'une part très dangereuses et d'autre part qui n'ont aucune valeur médicale. Et alors, ce qui nous a intéressé là dans cet aspect de l'histoire de la prohibition du LSD, c'est qu'un argument qui revient assez souvent dans les discours de médecins, de psychiatres et de politiques, c'est que le LSD est associé à la peur et à la terreur. Et c'est quelque chose qui va être utilisé comme argument pour justifier des mesures plus restrictrices. Par exemple, dans un rapport de 66 à l'hôpital de Bellevue à New York, où travaille Luria, donc dans ce rapport, donc le rapport en question cite donc fait état d'hallucinations très fortes et très colorées qui peuvent avoir des effets secondaires comme la terreur. Certains patients ont développé des états d'anxiété tellement forts que dans le rapport, on les appelle des réactions de panique. Vous voyez, on a vraiment un vocabulaire de la peur, de la panique, de la terreur là, qui est très présent. Et certaines personnes arrivent vont se faire interner à l'hôpital cherchant donc une façon de retrouver un état plus normal parce qu'ils sont en proie à des états de panique et de terreur très intenses. Donc c'est un discours qu'on retrouve qui est très présent et jusque dans les années 70, là je cite une des conclusions d'un rapport de 76 de la National Institute for Drug Abuse, donc la NIDA, là, qui fait de la recherche là, sur la toxicomanie. Donc cette enquête, qui était basée sur un sondage, avait noté que 4 parmi les 10 hommes sondés là, pour cette enquête, qui avaient utilisé des psychédéliques, avaient fait état de bad trip. Alors, ce que l'enquête ne dit pas, c'est comment est-ce que ces bad trips étaient interprétés. Mais néanmoins, on voit que c'est un argument qui perdure, qui va perdurer au fil des décennies et qui va faire une équation assez simple. Les bad trips sont associés à l'addiction, à la psychose, à la peur, à la terreur. Alors pourtant, c'est là où c'est assez problématique d'avoir ce genre d'équation assez simpliste, c'est que justement le LSD et l'expérience psychédélique a une relation extrêmement ambivalente avec la peur et la psychose. Donc,
Avant que le LSD soit utilisé dans les cercles thérapeutiques pour traiter des maladies mentales comme la dépression ou les dépendances, ainsi que la peur de la mort, le LSD était considéré comme une substance psychomimétique, donc qui pouvait créer une psychose contrôlée et temporaire. L'idée, c'était que ce serait une façon très intéressante d'étudier les mécanismes de la maladie mentale, mais de façon temporaire et contrôlée. Et donc, cette idée que ces substances-là peuvent créer une psychose contrôlée et temporaire provient en grande partie de la province du Saskatchewan au Canada, sous l'impulsion de ces deux chercheurs, Abram Hoffe, un petit peu moins connu, et Humphrey Osmond, un grand ami de Aldous Huxley, qui au cours de leur correspondance, Osmond avait inventé le mot psychédélique qu'on utilise désormais. Et donc, dans leurs recherches, Hoffe et Osmond vont noter que les participants, tous les patients qui vont prendre part à leurs études et à leur thérapie ont une relation très ambivalente avec la peur. Donc déjà, ils s'aperçoivent que ces expériences sont en grande partie façonnées par le contexte, donc le contexte de la personne, l'état d'esprit dans lequel la personne se trouve, aussi bien que l'environnement spatial. Et il note que la plupart des patients avaient tendance à préférer les expériences positives, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas toujours peur d'avoir peur, en quelque sorte. Ils ont tendance à se laisser aller, et les psychiatres vont les encourager à ne pas résister à l'expérience, parce que c'est ça qui peut entraîner des complications d'ordre psychique. Et donc, à la suite de ces expériences avec ce modèle de la psychose de Hoffe et Osmond, ils vont s'intéresser au traitement de patients souffrant d'alcoolisme. Et ils notent que pour les patients alcooliques qui ont des symptômes extrêmement sévères, il y a très souvent une phase, donc le delirium tremens, durant laquelle les patients ont une sorte de révélation pour casser cette addiction. Et c'est une sorte de descente aux enfers qui permet la guérison et l'abstinence. Et donc, eux vont recréer ce modèle grâce au LSD et à la mescaline pour induire une sorte d'expérience spirituelle qui parfois va justement permettre cette descente aux enfers. Donc, là encore, dans la recherche de la première vague, on pourrait dire dans les années 50, on a déjà une relation très ambivalente avec la peur et la terreur dans ce modèle thérapeutique. Au début des années 60, on assiste aux premières critiques à l'encontre du LSD, et celles-ci proviennent de cet homme-là, Sidney Cohen, donc un psychiatre très très respecté dans le monde, dans la recherche psychédélique. Et donc Cohen va publier 2 articles au début des années 60 dans lesquels il va s'intéresser aux effets secondaires du LSD. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier article publié en 1960, il fait état d'effets secondaires relativement bénins, donc il n'y attache pas trop d'importance. Mais en 62, il publie un nouvel article dans lequel il fait une critique beaucoup plus virulente du LSD. Et bien sûr que pour lui, c'est une drogue, enfin c'est une substance très intéressante dans un cadre thérapeutique, mais il entend parler d'usage récréatif, de marché noir, et puis d'effets secondaires d'ordre psychotique. Et donc, lui, c'est quelque chose qui l'inquiète énormément. Et comme je vous disais au début de cette présentation, il y a véritablement une opposition assez forte entre le monde médical, le monde de la recherche psychédélique et les usages non médicaux
donc en dehors des cercles médicaux. Il y a cette séparation très forte et Cohen, il est très clairement dans un camp, dans le camp des défenseurs du LSD comme dans son utilisation médicale. Et alors, son inquiétude est plus ou moins fondée. Donc, Cohen, il va être en faveur de restrictions plus fortes là, dans la deuxième moitié des années 60, tout en prenant la continuité des recherches psychédéliques. Mais petit à petit, au cours des années 60, le LSD va sortir du laboratoire. Et donc, des figures importantes de la contre-culture psychédélique ou du mouvement psychédélique américain, donc qui font la promotion de ces substances-là comme des substances qui vont apporter la paix et l'amour dans le monde, donc une conception très éloignée de ce mode thérapeutique défendu par Cohen. Et donc, dans ces personnalités-là, il y a bien sûr Timothy Leary, donc l'ancien psychologue de Harvard, qui quitte Harvard en 63 et qui va devenir un apôtre du LSD, on pourrait dire, quelqu'un qui fait une promotion très agressive. Le poète Allen Ginsberg, avec qui Leary va s'associer, et quelqu'un qui est un petit peu moins connu, mais qui a une histoire très importante, qui est très intéressante, Art Klebs, le fondateur de la Neo-American Church, qui utilise des substances psychédéliques comme sacrement. Et Klebs va même écrire une sorte de catéchisme psychédélique, la Boohoo Bible, qui est, encore une fois, je vous conseille, c'est très déroutant, idiosyncratique. Là, vous voyez je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça c'est l'emblème de son église, Victory over Horse Shit, avec un crapaud à 3 yeux. Bref, je m'égare un petit peu. Mais donc, ces 3 personnes-là, Klebs, Ginsberg et Leary, vont remettre en question cette idée que le bad trip est nécessairement quelque chose de négatif. Donc, pour Klebs, un bad trip, ce serait quelque chose, une sorte de processus dans lequel la personne de laquelle une personne sortirait en moins bon état, en quelque sorte, même si pendant tout le trip, il aurait été en présence de, je sais pas, de rencontres d'anges ou de figures divines. Mais pour lui, l'inverse est également vrai. Et donc, il affirme que si on est dévoré par des démons, ce qui est selon lui quelque chose une expérience assez intéressante, assez cool qu'on peut rencontrer au Tibet, et que on ressort de cette expérience mieux que lorsqu'on est rentré, eh bien, considère ça comme une bonne expérience. Puis il dit il y a rien de pathologique d'avoir peur de rencontres d'autres, comment dire, de démons venus d'un autre monde ou de l'espace. Et certainement, c'est certainement pas une raison d'appeler l'hôpital. Et pour Ginsberg va aller un petit peu dans ce sens-là. Lui s'intéresse beaucoup aux maladies mentales. Il a été hospitalisé dans sa jeunesse pour des problèmes mentaux. Et lui va justement remettre en question là, les données qui sortent de Bellevue, là, donc cet hôpital à New York dans lequel il y avait beaucoup de ces bad trips. Et lui va affirmer il va dire qu'il a parlé à pas mal de personnes qui avaient été hospitalisées à Bellevue, et puis que malgré leur hospitalisation pour un bad trip, ils aimeraient reprendre du LSD plus tard, puisque justement ils ont eu cette expérience qui était peut-être pas si déroutante que ça. Et pour Leary, il va aller aussi dans ce sens-là, mais il va avoir un discours beaucoup plus tranchant à l'égard de la psychiatrie, et c'est là où on voit une sorte de convergence entre le discours du mouvement psychédélique et puis le mouvement
ou du moins la sensibilité antipsychiatrique qu'il y avait dans les années 60. Et pour Leary, chaque cas de psychose prolongée, donc une psychose de longue durée, n'est pas dû à la drogue ou aux personnes qui utilisent du LSD, mais aux personnes autour de cette personne qui perdent leur sang-froid et appellent la police ou le personnel médical. Et pour lui, 90% des bad trips sont provoqués par la propagande psychiatrique. Donc tout ça, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes. Leary, c'est quelqu'un d'extrêmement provocateur, mais voilà, on voit encore une fois comment la contre-culture des années 60 pouvait essayer d'aller à l'encontre de ce discours médical, cherchant à déterminer ce qui était bon ou mauvais dans une expérience psychoactive. Alors, je vais tâcher d'aller un petit peu plus vite. Et là, je vais aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là en vous proposant deux très brèves études de cas qui peuvent montrer que la peur dans la psychothérapie psychédélique peut avoir des effets bénéfiques sur le long terme. Et là, je vais utiliser deux exemples relativement explicites. Le premier est tiré concerne Salvador Roquette, qui était un médecin de santé publique à Mexico City dans les années 70. Et là, l'exemple dont je vais vous parler provient d'un article publié en 1976 par le théologien Walter Houston Clark, qui était plus ou moins associé à Leary et au mouvement psychédélique, mais c'était un théologien qui avait pas mal expérimenté avec le LSD et la psilocybine, et puis qui avait pris conscience du potentiel spirituel de ces drogues. Et donc là, il raconte son expérience chez Roquette, et il dit que les patients étaient accueillis dans un cadre volontairement hostile, au beau milieu de la nuit, et on forçait les patients à regarder des vidéos pleines de violences gratuites et de pornographie, pendant que le personnel médical les tenait éveillés pour les empêcher de dormir. Donc il y avait une idée de volontairement déstabiliser les patients avant cette expérience-là. À 5 heures du matin, Clark reçoit une dose très forte de LSD. Et au moment où la lumière de la chambre se met à changer très rapidement pour créer une atmosphère très dérangeante, pour créer encore une fois pour désorienter les personnes. Et il regarde autour de lui, il voit plein de patients qui sont complètement désemparés, qui se mettent à pleurer, qui hurlent à la mort, qui vomissent. Alors, et lui, il est au milieu de ce chaos, sous l'emprise du LSD. Et puis, quelques jours plus tard, il répète la même expérience et il s'aperçoit que sa peur a disparu. Il revit plus ou moins les mêmes choses et il revit cette descente aux enfers, mais ça n'a plus du tout le caractère d'une descente aux enfers. Il trouve ça très drôle même. Et donc, pour Clark, en conclusion, quand il repense à cette expérience-là, il dit que c'était parmi les expériences les plus importantes et les plus bénéfiques de sa vie, en plus de toutes les expérimentations qu'il avait pu faire avant. Et même 2 ans après cette thérapie pas très orthodoxe, il arrivait à la même conclusion. Et un des aspects de sa vie qui avait changé, c'est que il disait qu'il était devenu complètement addict à la musique et que c'était devenu quelque chose de presque pathologique, il ressentait la musique comme il n'avait jamais pu la ressentir. Et je vais terminer très rapidement sur un autre cas très intéressant. Là, ça se passe aux Pays-Bas. Donc, jusque au milieu des années 80, le psychiatre, là, dont vous voyez la photo, Jan Bastians, à l'université de Leiden, lui, il avait développé une forme de psychothérapie, pareil, qui était peu orthodoxe, et lui était très critiqué par
par ses collègues à l'université. Et son idée, c'était donc lui souhaitait traiter des survivants des camps de la mort. Et donc, là, ce dont je vais vous parler très rapidement, c'est tiré d'un mémoire très bouleversant d'un survivant d'Auschwitz qui a suivi cette thérapie avec Bastians. Et donc, les patients de Bastians, donc des survivants des camps nazis, qui étaient, donc comme cette personne dont je vous parle, qui était hantée par ces expériences depuis plusieurs années et qui semblaient destinés à souffrir et être hantés par des cauchemars jusqu'à la fin de leur jour. Et grâce au LSD, Bastians les encourageait à faire remonter tout ce traumatisme, toutes ces expériences traumatiques, et à véritablement retourner dans les camps de la mort pour revivre ces horreurs-là. Donc tout ça, c'est très bien détaillé dans ce livre-là. Et donc sous l'emprise du LSD, les patients, bien sûr, souffraient énormément alors qu'ils revisitaient qu'ils retrouvaient ces enfers. Ils pleuraient, ils étaient terrorisés. Mais après plusieurs sessions, ils arrivaient généralement à identifier les sources de leur affliction et à se libérer de leur traumatisme. Et donc, là, comme on peut le voir ici, ce genre de bad trip avait une vertu thérapeutique essentielle au processus de guérison pour ces survivants. Voilà, je m'arrête là et je vais vous afficher les quelques textes et ouvrages que j'ai cités au cours de cette présentation. Merci pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup, Christian, pour cette fascinante conférence autour des bad trips. Alors, on a quelques questions qui ont passé par YouTube, qu'on va te relayer. Alors, c'est Martin qui va te poser les questions. Mais merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. La première question que je vais te poser ne vient pas forcément de YouTube. Je voulais d'abord t'interroger sur le fait que ça fait presque maintenant 10 ans que tu travailles sur l'histoire des psychédéliques. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la genèse de cette recherche? Comment t'en es venu à t'intéresser aux bad trips et à leur histoire? Alors, ça remonte à un article, ça part de la littérature anthropologique, en fait. Donc, un article publié par Patrick Dehay qui s'appelle L'ayahuasca n'est pas un hallucinogène. J'aurais dû le rajouter dans la biblio, mais c'est un article assez provocateur. Donc, dans cet article, Dehay il affirme que c'est les Uniqueen du Brésil et du Pérou ont une conception très particulière de la peur qui est induite par l'ayahuasca. Donc, ils peuvent se féliciter d'avoir fait l'expérience de la peur, mais ils ne vont pas forcément s'attarder sur la dimension visionnaire de l'expérience. Et pour eux, cet état de peur, c'est une forme de bouleversement ontologique qui est lié à des formes de connaissances, des modes de savoir qui proviennent d'autres mondes. Et donc, ils ont deux types de peur. Il y en a une qui est conçue comme quelque chose d'externe qui va rentrer dans leur corps, et ça, c'est quelque chose qui est pour eux extrêmement dangereux. Et l'autre est plus d'ordre interne. Et donc, c'est la peur qui les maintient éveillés en quelque sorte pour affronter tous les adversités de la vie quotidienne. Donc, par exemple, un jeune chasseur qui va être concentré en permanence, qu'il y a tous ces dangers qui peuvent, toutes sortes de prédateurs là, qui sont là un petit peu en permanence. Et donc, il y a une dimension un petit peu éducative en quelque sorte. Donc, c'était vraiment parti de cette idée-là. Et puis donc, l'idée a fait un petit peu son
son chemin. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas… Alors, c'est toujours un petit peu délicat de prendre des exemples tirés de l'ethnographie et puis de les transposer à de la recherche historique en Occident, mais j'ai dit, est-ce que la peur, ce ne serait pas quelque chose d'un petit peu plus complexe dans les expériences psychédéliques? Et donc, j'en ai parlé à Erika. Donc, je venais de commencer ma thèse et puis elle me disait, ben, oui, c'est une idée qu'on pourrait creuser. Et puis, voilà, de là est partie notre collaboration. Donc, elle s'est plutôt attardée sur l'aspect, enfin, le- les, la recherche des années 50, 60. Moi, j'étais plus dans la contre-culture, cette dimension-là. Et puis, les expériences, là, enfin, les recherches de Bastians et Roquette. Voilà, pour faire très court. Vous avez la référence là dans la biblio qui s'affiche à l'écran. Ok, merci. Il y a une question qui a émergé du chat YouTube, c'est est-ce que tu pourrais nous dire deux, trois mots sur ce qui se passe en France à la même époque? Non, non, non. D'accord. Non, Aucune idée. Aucune et idée. aussi, le LSD a été utilisé dans l'armée comme arme de combat. Est-ce que là aussi, cette dimension de la peur ou de la crainte, enfin, ça avait certainement son importance. Ouais. Alors, je connais moins bien cette histoire-là, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que donc les recherches sur par l'armée, enfin par l'armée et puis les services secrets britanniques et américains, c'est assez bien documenté aujourd'hui. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la plupart de ces expérimentations se faisaient sans consentement. Donc, il y a le cas le plus… un exemple historique, un des plus célèbres, c'était la mort d'un agent de la CIA, Frank Olson, si je ne vous dis pas de bêtises, mort en 53. Donc, il s'est jeté de son bureau à Manhattan en 53 à la suite d'une dépression très, très forte. Parce qu'il y avait voilà, des collègues de la CIA donc un de leurs gros délires, c'était quand ils avaient des soirées cocktails, ils s'amusaient à mettre des petites gouttes de LSD dans les verres de leurs collègues, sans leur dire, bien sûr, et à voir ce qui se passait. Donc, ne vous amusez pas ça chez vous, c'est très déconseillé, vous risquez très, très gros. Et donc, là, je pense qu'il faut garder à l'esprit l'histoire du consentement. Et la plupart de ces expériences-là, même, vous avez pas mal si vous fouillez un petit peu sur Internet, il y a pas mal de vidéos qui traînent où vous voyez des exercices militaires de l'armée américaine et britannique, où vous avez des officiers qui cherchent à faire des manœuvres avec les soldats, sans le savoir, sont sous l'emprise du LSD et puis ils font n'importe quoi, ils grimpent aux arbres, voilà, ils arrivent plus à fonctionner. Et du coup, là, il faut garder à l'esprit l'idée du consentement, justement. Donc est-ce qu'il y a eu des moments de peur, de terreur, d'anxiété dans les expériences de l'armée et des services secrets? Très certainement. Voilà, après, j'insiste bien sur cette histoire de consentement. On a une question qui vient d'émerger, c'est est-ce qu'on a une idée de la manière dont les bad trips étaient considérés dans l'entourage de Ken Casey et des Merry Pranksters, notamment pendant les acid tests? Je connais un petit peu moins bien l'histoire de la côte ouest que l'histoire de la côte est. Moi, le sentiment que j'en ai, c'était que pour eux, ça n'existait pas, les bad trips. C'est qu'ils avaient cette approche très irrévérencieuse. Ils en prenaient beaucoup pendant de longues périodes, quitte à conduire sous l'emprise du LSD ou voilà, quitte à faire n'importe quoi. C'était des doses très élevées, donc susceptibles d'entraîner tout un tas pas forcément des complications psychiques, mais en tout cas des bouleversements psychiques très importants. Mais ils avaient cette attitude très de laisser aller, laisser faire. Donc, est-ce qu'il y a eu véritablement des bad trips dans les cercles de Kizé? Je ne sais pas, pour être honnête.
Je ne sais pas du tout, mais en guise d'hypothèse, je serais enclin d'aller dans la direction de notre article et dire qu'il y en avait probablement peu. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas des moments de peur et d'anxiété dans leur cercle. Je dis juste que très certainement, ils auraient eu tendance à les minimiser. Très bien. Est-ce que, à ton avis, l'usage du terme bad trip est encore pertinent aujourd'hui? Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Moi, ce que j'espère avoir montré là, dans cette présentation, c'est que c'est quelque chose de, c'est quelque chose c'est quelque chose à remettre en question, tout du moins. Que là dans la biblio là qui est sur votre écran, vous voyez le premier article, Survey Study of Challenging Experiences. Et Challenging Experiences, moi je trouve ça très intéressant parce que Challenging Experiences, c'est un synonyme de bad trip. Donc une expérience difficile, vous voyez la nuance. Et alors cet article-là, c'est donc l'équipe c'est une équipe de recherche basée à Baltimore, à l'université Johns Hopkins. Et eux ont mis en place un test psychométrique ou un questionnaire, si vous préférez. Les tests psychométriques, ça peut être pour mesurer des troubles mentaux ça peut être utilisé pour des tests de personnalité également. Et là, donc, ils ont souhaité créer, ils ont créé un questionnaire qui est destiné à analyser, recenser ces expériences difficiles. Et ce qui est sorti de leur enquête, sans trop de surprise, c'est que la très grande majorité des participants disaient oui, j'ai déjà eu un bad trip, mais c'était cool. C'était finalement une bonne expérience. Et donc, c'est de l'ordre de 80-85%, je crois, des répondants. Donc, c'est quelque chose. Alors après, c'est une étude qui a ses limites. Hein. C'était un questionnaire rempli sur Internet, donc ça à prendre avec des pincettes. Mais ça va un petit peu dans le sens là, de notre article. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser ce terme-là, expérience difficile, plutôt qu'expérience négative. Donc, expérience difficile, c'est reconnaître qu'il va y avoir des moments difficiles dans une expérience psychédélique, mais c'est aussi une façon de dire, peut-être que c'est pas si grave et peut-être que ça aura un intérêt, ça aura un intérêt positif ou thérapeutique sur le long terme. Et très rapidement, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on utilise, et quelque chose me dit qu'on va utiliser ce genre d'expression de plus en plus dans la littérature scientifique contemporaine, dans la recherche psychédélique contemporaine. Pour moi, c'est interprété comme une opération, un grand coup de ménage sur les années 60, pour se distancier de toutes les controverses des années 60, pour se distancier de l'IRI. Il y a un bouquin qui est sorti cette année, justement, qui s'intéresse à ça, donc l'IRI comme une sorte de fantôme qui hante la recherche psychédélique contemporaine. Et se distancier de l'idée que le LSD, c'est quelque chose de négatif, ça peut provoquer des bad trips, ça peut rendre fou, voilà, on entend toutes sortes d'histoires de gens qui se jettent par les fenêtres, etc. Voilà, toutes ces choses-là. C'est une façon de prendre de la distance des années 60. Ça en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Et justement, pour te pousser un peu là-dessus, avec aujourd'hui ce qu'on appelle la renaissance psychédélique, qu'est-ce que ce coup de rétroviseur historique, en quelque sorte, pourrait nous apprendre ou nous indiquer sur les impasses ou les directions que la recherche actuelle pourrait prendre? Moi, il me semble qu'on va continuer, et on continue à avoir une séparation entre le monde scientifique et les usagers non scientifiques. Je ne sais pas comment on peut établir cette dichotomie. Je ne vais pas dire récréatif parce que
c'est plus complexe que ça, mais voilà, toutes les expérimentations qui ont lieu en dehors du cadre scientifique. Et donc, moi, il me semble qu'on continue. Donc, ce que j'ai essayé d'illustrer là dans cet article, c'est qu'il y a une séparation entre savoir profane et savoir scientifique, savoir médical. Donc, d'un côté, les psychiatres, et aujourd'hui, les psychiatres et les neuroscientifiques, on dit, je crois, donc voilà, qui font des recherches très millimétrées, très carrées, voilà, qui font tous les tests cliniques là, sur ces substances-là. Et puis, il y a un pan non négligeable je ne sais pas si on peut parler de communauté psychédélique internationale. Pour moi, c'est quelque chose d'assez réducteur. Mais en tout cas, il y a un nombre d'usagers qui voient ça d'un mauvais œil, qui veut pas voir la science occidentale confisquer ces substances-là et ces modèles thérapeutiques. Donc, une excellente illustration de ça, c'est toute la controverse autour de Campus Pathway qui a breveté son modèle thérapeutique à des fins, pour des profits. Donc, il me semble qu'on va continuer à voir ça. Et puis, il me semble que ça rejoint aussi ta question précédente qui est est-ce que la catégorie de bad trip, elle va subsister? Pas sûr. En tout cas, il me semble qu'il y a un effort de remettre en question cette catégorie problématique qui ne date pas d'hier. Bon, écoute, j'ai peut-être une toute dernière question avant de se quitter. Ouais. On m'a demandé sur le chat si le bad trip était quelque chose qu'on pouvait considérer davantage comme culturel ou universel. Est-ce que donc, quels seraient les paramètres culturels qui pourraient occasionner ou soit le contenu, soit l'occurrence du bad trip? Et est-ce qu'il y a des antécédents psychologiques ou des dispositions qui rendraient plus probable l'occurrence d'un bad trip? Ou alors, est-ce que ça dépendrait du set and setting principalement? Je te pose la question tout à fait naïvement. Ok, il me semble qu'il y a deux questions. Là, je vais répondre à la deuxième là, dans un premier temps. Donc, si certaines pathologies mentales, si j'ai bien compris, enfin des pathologies ou pourraient avoir plus de chances d'induire des bad trips. Enfin, des expériences, oui. Alors là, je suis un petit peu moins mesuré, je dirais oui. Notamment donc pour les personnes en proie à de la psychose ou de la schizophrénie. Il me semble qu'il y a un consensus assez bien établi que c'est pas ce genre de drogue-là, c'est pas pour ce genre de profil-là. Après, ça, c'est une dimension que je connais un petit peu moins bien. Et puis, il y a toute cette relation très ambiguë des sciences psychédéliques et de la médecine psychédélique avec la psychose. Pour autant, je ne crois pas que ce soit forcément un traitement préférable pour ce genre de profil-là. La première partie de la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que les bad trips pourraient varier, donc pourraient dépendre de contextes culturels, c'est ça? Ouais, ok. Est-ce que, par exemple, nous, occidentaux, du fait de nos préconceptions philosophiques ou épistémologiques, on serait plus à même de faire l'expérience d'un bad trip comparé à des usages, par exemple, traditionnels, où là, en quelque sorte, l'utilisation est bien encadrée? Alors, oui, alors moi, il me semble que déjà, il y a on manque de ritualisation, déjà, il me semble, dans notre culture occidentale. Et puis, après je n'irais pas forcément établir une dichotomie aussi forte entre société occidentale et puis les sociétés non occidentales. Bon, là, j'irais sans aller jusque-là, mais pour donner un élément de réponse.
Moi, il me semble qu'on manque de ritualisation dans notre culture là, de ce genre. Enfin, on manque de structure, on va dire, dans ces expérimentations. Il y a eu des tentatives de créer des structures, notamment dans les années 60, avec Leary et son entourage. Donc, créer des manuels, des choses comme ça, ça peut être quelque chose qui peut aider à structurer ces expériences-là. Hein. Donc, dans le manuel de Leary et ses collègues, il y a une idée qu'il faut se laisser porter par l'expérience et surtout pas résister. Ça, il me semble que c'est un conseil tout à fait pertinent et qui implique justement de ne pas trop s'alarmer s'il y a des moments un peu angoissants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les modèles thérapeutiques des années 50 et des années 60 et qu'on retrouve dans les modèles thérapeutiques actuels d'ailleurs. En dehors de des endroits, des cadres, que ce soit des cadres médicaux ou spirituels dans lesquels il y a un minimum de structure, moi, il me semble qu'il y a un petit peu plus de risques. Après, le principe pour moi reste le même. C'est une expérience psychédélique. Il va y avoir des hauts et des bas. Ça va dépendre de tout un tas de circonstances et du contexte. Mais voilà, il peut y avoir des risques avec moins de structure. Pour revenir à la littérature ethnographique, il y a d'autres cas. Enfin, un autre exemple que j'aime bien, c'est une publication d'un autre anthropologue, Julien Bonhomme, qui est anthropologue à l'EHESS et qui a travaillé sur le bouti au Gabon et sur des rituels de divination et de sorcellerie. Et là, justement, il s'intéresse justement à la gestion de la peur et des sanglots là, pendant les expériences à base d'iboga. Hein, le bouti, c'est des rituels à base d'iboga, donc une substance plus ou moins psychédélique, on va dire. Elle ne rentre pas forcément dans la catégorie des psychédéliques, mais c'est tout du moins une expérience visionnaire avec des rencontres d'êtres venus d'autres mondes. Et puis là aussi, il y a une relation, la peur, elle joue, la peur et l'angoisse et les pleurs jouent un rôle très fort là, dans ce rituel-là. Donc, sans faire une comparaison société occidentale et puis société non occidentale, qui est pour moi, je ne me lancerai pas du tout dans ce genre de comparaison-là, mais si quelqu'un s'amusait à aller dans cette direction-là, moi, je soupçonne que dans des sociétés qui ritualisent ces expériences-là, avec toute une cosmologie qui va avec, il me semble qu'on verrait une gestion de la peur qui est beaucoup plus assumée, on va dire, que par chez nous. Et puis, accessoirement, il faut garder à l'esprit que en Europe et Amérique du Nord, hormis les populations indigènes et les Premières Nations, notre contact avec les psychédéliques, il est très récent. Il a à peine un siècle. Là, donc, pour la majorité des Européens et Nord-Américains. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'a pas vraiment de rituel, on n'a pas vraiment d'institution, ou tout du moins, on en a eu pendant un laps de temps très, très court. Donc, voilà, c'est quelque chose peut-être qui se fera sur du long terme ou du très long terme. Merci beaucoup, Christian. Écoute, c'était la Merci à dernière vous. question qu'on voulait te poser. J'imagine qu'on mettra en ligne sur la page de l'événement la bibliographie et les diapositives. Et on fera le maximum pour que la vidéo de cette conférence soit en ligne le plus tôt possible. Écoute, c'était une très bonne conversation. J'ai beaucoup appris et je pense que l'idée de Bad Trip maintenant me paraît beaucoup moins univoque. Et donc, j'aimerais te remercier pour ton temps et pour cette présentation. Et au nom de Psychélion, merci à vous tous d'être venus ce soir et d'avoir participé à cette conférence en ligne. Merci à vous. Christian, merci à vous pour l'organisation et puis merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.